Ma femme a dit qu'elle ne respectait que les gens qu'elle aimait, que je n'en faisais pas partie. Alors, j'ai changé les serrures, annulé tous les privilèges à mon nom, et appelé son père pour qu'il vienne la chercher ce soir-là. Personne n'a protesté. Eh bien, voici la chose à propos des secondes chances, c'est comme acheter un ticket de loto après s'être déjà fait arnaquer par le premier. Vous savez que les probabilités sont nulles, mais l'espoir vous rend stupide et la stupidité vous rend optimiste. Je m'appelle Marcus Haley, à 42 ans, je pensais avoir compris comment apprendre de mes erreurs. Alerte spoiler, pas du tout. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Isabella lors d'un de ces galas de charité chic où les riches font des chèques pour soulager leur angoisse existentielle. Vous voyez le genre, champagne hors de prix, vente aux enchères silencieuses pour des voyages en Toscane que personne ne veut vraiment faire, et assez de faux sourires pour alimenter une petite ville. J'y étais parce que mon entreprise l'exigeait. Elle y était parce que... Eh bien, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle était là. Peut-être qu'elle sentait les opportunités comme les requins sentent le sang dans l'eau. Isabella n'entrait pas simplement dans une pièce, elle en prenait le contrôle. Magnétique est un faible mot. Elle avait ce don de vous faire sentir que vous étiez la seule personne digne d'intérêt, même quand on voyait d'autres hommes graviter autour d'elle comme des planètes autour du soleil. Son rire était contagieux. Son sourire pouvait faire fondre l'acier et, quand elle vous regardait avec ses yeux sombres, on avait l'impression qu'elle lisait directement dans votre âme. Bien sûr, ce que je prenais pour une connexion profonde était probablement juste elle en train d'évaluer ma valeur nette, mais bon, le recul donne une vision parfaite, et l'amour rend aveugle. Je pensais avoir touché le gros lot. J'étais un père divorcé avec plus de bagages qu'un vol long courrier, et cette femme incroyable s'intéressait réellement à moi. Pas seulement intéressée, elle semblait sincèrement enthousiaste à l'idée de construire quelque chose ensemble. Elle parlait de dîner en famille, de week-end, peut-être même de nos propres enfants un jour. C'était comme si on m'avait remis le scénario de la vie que j'avais toujours voulu, sans jamais penser avoir une seconde chance de l'obtenir. Laissez-moi être clair sur ma situation avant de me lancer dans cette comédie romantique devenue film d'horreur. J'avais 2 enfants de mon premier mariage, Clara, 11 ans, vive comme l'éclair, et Jonah, 9 ans, avec assez d'énergie pour alimenter un réacteur nucléaire. Mon ex-femme Sarah et moi avions réussi à nous séparer sans nous détruire complètement ni trop traumatiser les enfants, ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, fait pratiquement de nous des candidats à la sainteté. Les enfants passaient la moitié du temps avec moi, l'autre avec elle. Je faisais de mon mieux pour être le genre de père qui assiste à tous les matchs de foot et n'oublie pas de préparer des déjeuners qui ne se résument pas uniquement à des pop-tarts et de bonnes intentions. Isabella est entrée dans cette famille recomposée comme si elle était née pour ça. Elle n'avait pas d'enfants, mais elle avait de grands rêves sur ce que nous pourrions bâtir. Elle parlait de son rôle de belle-mère comme d'une vocation, de créer des traditions et des souvenirs, d'offrir à Clara et Jonah le foyer stable et aimant qu'ils méritaient. Elle peignait ce tableau de crêpes le dimanche matin, de soirées jeux en famille et de vacances à Disney World où personne ne se dispute pour des questions d'argent ou pour savoir à qui le tour de changer une couche. Et moi, j'ai mordu à l'hameçon. Parce que quand on a traversé un divorce, surtout un qui vous a fait douter de votre capacité à rendre quelqu'un heureux, rencontrer quelqu'un qui semble croire en votre potentiel donne l'impression de gagner le loto émotionnel. Isabella m'a fait sentir que je n'étais pas juste un père divorcé essayant de comprendre comment réchauffer des nuggets de poulet en forme de dinosaure sans déclencher l'alarme incendie. J'étais un homme digne d'être aimé, digne qu'on bâtisse une vie avec lui. Alors, je lui ai tout donné. Et quand je dis tout, je veux dire tout. La stabilité financière ? Coché. J'ai payé pour qu'elle reprenne ses études et obtienne un master en marketing, parce qu'elle disait vouloir construire quelque chose de significatif et contribuer à notre avenir. Ce petit investissement m'a coûté environ 40 000 $, mais je me disais que c'était un investissement pour nous, pour nos rêves communs, pour la femme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie. La maison. Oui, j'ai acheté une maison pour nous. Pas n'importe quelle maison. Une maison de style colonial de 4 chambres dans un de ces quartiers où le syndicat de copropriété vous envoie des lettres passives-agressives si votre herbe dépasse d'1 centimètre. Il y avait un grand jardin pour les enfants, une cuisine digne d'un magazine et assez d'espace pour que tout le monde soit à l'aise. J'ai mis nos 2 noms sur l'acte de propriété parce que, nous construisions une vie ensemble, non ? Et puis il y avait sa famille. Oh, sa famille. Les Moreno m'ont traité comme leur distributeur automatique personnel dès le premier jour, mais j'étais trop occupé à être amoureux et reconnaissant que quelqu'un comme Isabella me choisisse pour voir les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il me frappe pratiquement en plein visage.
Quand ses parents ont eu besoin d'aide avec leur prêt immobilier après que la retraite de son père ne se soit pas passée comme prévu, devinez qui est intervenu? Quand sa sœur Gabrielle a eu besoin de quelqu'un pour se porter garant de son prêt automobile parce que son crédit était catastrophique, devinez qui a été désigné volontaire pour l'aider? Chaque urgence familiale, chaque crise financière, chaque demande du genre juste cette fois atterrissait sur mon paillasson avec un sourire et la promesse qu'il me rembourserait un jour. Je pensais être un bon mari, un bon gendre, un homme bien. Je pensais que l'effort, la générosité et la présence au quotidien construiraient le genre d'amour qui dure. Je pensais que si j'essayais assez fort, donnais assez, sacrifiais assez, je pourrais créer la famille parfaite que j'avais toujours voulu. Je pensais que l'amour était quelque chose que l'on pouvait gagner par pure détermination et avec un portefeuille ouvert. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de l'effort, il n'a de valeur que lorsque l'autre personne le reconnaît, l'apprécie et y répond. Quand quelqu'un prend vos efforts pour acquis, quand il commence à voir vos sacrifices comme un dû, quand votre générosité devient une attente plutôt qu'un cadeau, vous ne construisez pas l'amour. Vous construisez du ressentiment des deux côtés et vous vous préparez à une chute qui vous laissera vous demander comment vous vous êtes autant perdu. Parfois, les personnes qui ne veulent pas voir vos efforts sont déterminées à y rester aveugles, peu importe l'intensité avec laquelle vous essayez de briller. Vous savez quand on dit que le diable se cache dans les détails? Eh bien, il s'avère que le diable vit aussi dans les conversations informelles autour du café du matin et dans les disputes pour savoir qui a oublié de payer la facture d'électricité. Le truc, quand un mariage s'effondre, c'est que ça n'arrive pas d'un coup comme dans les films. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de confrontation sous la pluie dans un parking. Au lieu de cela, c'est la mort par 1000 coupures de papier. Chacune est si petite qu'on la remarque à peine, jusqu'à ce qu'on se vide de son sang sur le sol de sa propre cuisine. Les fissures dans notre petit rêve de banlieue parfait ont commencé à apparaître environ 6 mois après notre emménagement. Au début, c'était de minuscules fissures, le genre de choses qu'on se convainc être des problèmes de couple normaux. Chaque couple a ses problèmes, non? Chaque mariage traverse des mauvaises passes. J'étais un homme divorcé, je savais que les relations demandaient du travail, que l'amour n'était pas toujours fait de papillons et de licornes arc-en-ciel qui pètent des paillettes. Mais les problèmes d'Isabella n'étaient pas des plaintes normales du genre « tu ne baisses jamais la lunette des toilettes » ou « pourquoi laisses-tu tes chaussettes sur le sol de la salle de bain » que la plupart des couples gèrent. Non, Isabella avait un talent particulier pour faire des comparaisons qui ressemblaient à une guerre psychologique déguisée en conversation banale. Elle parlait de son ex-petit ami Derek, qui était apparemment un croisement entre Ryan Gosling et un coach en motivation. Selon Isabella, Derek était passionné, le genre de type qui lui faisait la surprise de week-end à Napa Valley et lui écrivait de la poésie qui n'était pas nulle. Ensuite, il y avait Miguel, qui était charmant et pouvait la faire rire à s'en tenir les côtes. Apparemment, Miguel avait ce don de faire de chaque jour une aventure, même s'ils allaient juste faire les courses ou enchaîner les séries Netflix un dimanche après-midi. Isabella avait le regard rêveur quand elle racontait comment Miguel pouvait transformer un mardi ordinaire en quelque chose de magique juste en étant lui-même. Et n'oublions pas Jason, l'ambitieux qui était apparemment destiné à changer le monde avec de brillantes idées de business. Jason avait une vision. Jason avait de la motivation. Jason avait ce genre de personnalité magnétique qui donnait envie à tout le monde d'être près de lui. Par coïncidence, Jason n'avait aussi jamais l'air d'avoir d'argent. Mais Isabella passait sous silence ce petit détail chaque fois qu'elle évoquait ses nombreuses merveilleuses qualités. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif face à ses retours dans le passé. Écoutez, je ne suis pas un idiot. Je sais que tout le monde a un passé, et je ne m'attendais pas à ce qu'Isabella prétende que j'étais sa première relation, ou qu'elle n'avait jamais tenu à personne avant moi. Bon sang, j'avais ma propre histoire avec Sarah, et il y avait des choses chez mon ex-femme que je respectais et appréciais toujours. Mais il y a une différence entre reconnaître son passé et s'en servir comme d'une arme contre son présent. Chaque fois qu'Isabella mentionnait l'un de ses parangons de perfection masculine, je me sentais un peu plus petit, un peu moins adéquate, un peu plus comme le lot de consolation dont elle s'était contentée quand les gars vraiment bien s'étaient échappés. J'ai commencé à tout remettre en question. Ma façon de m'habiller, de parler, si j'étais assez intéressant, assez drôle ou assez spontané pour retenir son attention. J'ai acheté des livres pour être plus charismatique, j'ai commencé à organiser des soirées en amoureux surprise, j'ai même envisagé de prendre des cours de salsa parce qu'apparemment Miguel était un danseur incroyable. Ensuite, je me suis dit que c'était juste mon insécurité qui parlait. Que Isabella ne pensait pas à mal avec ses comparaisons. Peut-être qu'elle partageait juste sa vie avec moi,
essayant de m'aider à comprendre qui elle était et comment elle en était arrivée là. Peut-être que j'étais trop sensible, voyant de la méchanceté dans ce qui n'était probablement que de la nostalgie. Après tout, elle m'avait choisi, non? Elle avait dit oui quand je l'avais demandé en mariage. Elle avait emménagé dans notre maison. Elle construisait une vie avec moi et les enfants. Les actes parlent plus fort que les mots, et ces actes disaient qu'elle voulait être avec moi. Mais ensuite est venue cette nuit de novembre où tout a basculé, où les coupures de papier ont finalement touché un point vital, et où j'ai commencé à me vider de mon sang sur notre tout nouveau parquet. Nous nous disputions à propos d'argent, plus précisément de la façon dont les factures de carte de crédit d'Isabella avaient tellement gonflé que les paiements minimums engloutissaient une part importante de notre budget mensuel. Je n'essayais pas d'être contrôlant ou déraisonnable. Je voulais juste comprendre comment on pouvait dépenser $3000 chez Target en un seul mois. Jean, qu'est-ce qu'on achète chez Target qui coûte $3000? Avait-elle acheté tout le rayon articles ménagers? Faisait-elle des réserves de papier toilette pour l'apocalypse? Isabella s'est mise sur la défensive, ce à quoi j'aurais dû m'attendre, mais au lieu d'admettre que peut-être elle y était allée un peu fort avec la thérapie par le shopping, elle a commencé à m'attaquer, me traitant de radin, de maniaque du contrôle et d'obsédé par l'argent. Elle m'a accusé d'essayer de micro-gérer sa vie, de la traiter comme une enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance avec une carte de crédit. Elle a dit que j'aspirais toute la joie de notre relation en m'inquiétant constamment de choses stupides comme les budgets et la responsabilité financière. J'ai essayé de rester calme, d'expliquer que je n'essayais pas de la contrôler, que je m'inquiétais juste pour notre avenir financier, surtout avec 2 enfants à charge. Je lui ai rappelé que nous avions des objectifs. Nous avions parlé d'avoir peut-être un bébé ensemble un jour, de prendre des vacances en famille, d'économiser pour les études de Clara et Jonah. Tout cela nécessitait un certain niveau de planification financière et de retenue. C'est alors qu'elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ni en colère, ni blessée, juste froide et pragmatique, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à quelqu'un de particulièrement bouché. La température dans la pièce a semblé chuter d'une 20aine de degrés lorsqu'elle a prononcé les mots qui allaient tourner en boucle dans ma tête pendant des mois. Je ne respecte que les personnes que j'aime, a-t-elle dit, la voix posée et sans émotion. Et tu n'en fais pas partie. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Pas le genre de silence qui s'installe entre des personnes trop en colère pour parler, mais celui qui survient quand quelqu'un vient de larguer une bombe nucléaire au milieu de votre salon, et que vous essayez encore de savoir si vous êtes mort ou vivant. Je suis resté là comme un idiot, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire, essayant de trouver un moyen de mal interpréter ou de mal comprendre des mots qui étaient pourtant sacrément sans ambiguïté. Elle ne l'a pas dit sous le coup de la colère, ne l'a pas hurlé ou ne me l'a pas jeté à la figure comme un éclat d'obus verbal. Elle l'a dit calmement, comme si elle commentait la météo ou m'annonçait qu'il n'y avait plus de lait. J'ai regardé cette femme qui portait la bague de fiançailles pour laquelle j'avais dépensé 2 mois de salaire, qui se tenait dans la maison que j'avais achetée pour nous, qui avait mangé le dîner que j'avais cuisiné 1 heure plus tôt. Et j'ai réalisé que je regardais une parfaite étrangère. Ou peut-être que je la voyais enfin clairement pour la première fois. À cet instant, tout s'est mis en place avec une précision horrible et cristalline. Je n'étais pas son mari, j'étais son bouche-trou. Je n'étais pas son partenaire, j'étais sa commodité. Toutes ces comparaisons avec Derek, Miguel et Jason prenaient soudain tout leur sens, car c'étaient eux les hommes qu'elle avait vraiment aimés, vraiment respectés. Moi, j'étais juste le type qui payait les factures. Avez-vous déjà remarqué qu'une fois que quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas le voir? C'est comme ces images d'illusion d'optique où vous regardez ce qui ressemble à un vase, et puis quelqu'un vous montre les 2 visages qui se regardent, et soudain vous ne pouvez plus voir le vase, peu importe vos efforts. C'est ce qui s'est passé après la petite bombe de vérité d'Isabella dans notre cuisine. Soudain, j'ai eu une vision à rayon X pour toutes les choses que j'avais volontairement ignorées pendant 3 ans. Le lendemain matin de notre conversation, je ne te respecte pas, je me suis réveillé en m'attendant à une sorte de reconnaissance de la part d'Isabella. Peut-être des excuses, peut-être une tentative de revenir sur ce qu'elle avait dit. Bon sang, même juste une certaine gêne d'avoir réduit notre mariage en cendres la veille. Au lieu de ça, elle était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était, sirotant un café dans le mug que je lui avais acheté et qui disait « meilleure épouse du monde ». L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. « Bonjour » a-t-elle dit sans lever les yeux, comme si elle ne venait pas de m'informer avec désinvolture que toute notre relation était bâtie sur la base de son manque total et absolu de respect pour moi en tant qu'être humain.
C'est alors que j'ai commencé à vraiment prêter attention aux petites choses que j'avais balayées comme des bizarreries ou des différences de personnalité. Comme la charmante habitude qu'avait Isabella de me couper la parole à chaque fois que nous parlions à d'autres personnes, généralement pour corriger ce que j'avais dit ou pour ajouter son propre commentaire qui faisait complètement dérailler mon propos. Je m'étais toujours dit qu'elle était juste enthousiaste, impatiente de participer à la conversation. En réalité, ce que j'avais interprété comme de l'enthousiasme était sa façon de faire savoir à tout le monde que mes opinions ne valaient pas la peine d'être écoutées. Prenez notre dîner le week-end précédent avec les Johnson, nos voisins. Je leur parlais d'un documentaire que j'avais regardé sur l'agriculture durable, et Isabella a littéralement levé la main comme un agent de la circulation et a dit « Oh ! Marcus est encore dans un de ses délires écologistes. Vous avez vu cette nouvelle série Netflix sur le tueur en série du Wisconsin ? Elle m'a complètement écrasé comme si j'étais cet oncle ennuyeux à Thanksgiving que tout le monde tolère mais que personne ne veut vraiment écouter. Et les roulements d'yeux. Mon Dieu, les roulements d'yeux. J'ai commencé à tenir un compte mental du nombre de fois où les yeux d'Isabella faisaient un tour complet chaque fois que je lui demandais ce que je croyais être des choses parfaitement raisonnables. Tu pourrais récupérer mes vêtements au pressing puisque tu vas être près du centre commercial de toute façon ? Roulement d'yeux. Ça te dérangerait de ne pas laisser tes tasses de café traîner partout dans la maison pour que je les ramasse comme une chasse aux œufs de Pâques caféinés. Roulement d'yeux. Tu penses qu'on pourrait peut-être discuter des achats importants avant que tu ne les fasses ? Un roulement d'yeux si dramatique qu'il aurait probablement été enregistré sur l'échelle de Richter. Mais la vraie leçon sur le peu de respect que j'inspirais dans ma propre maison m'est venue en observant comment la famille Moreno me traitait. Les parents d'Isabella n'avaient jamais vraiment déroulé le tapis rouge pour moi, mais je mettais ça sur le compte de la protection parentale normale. Chaque père pense qu'aucun homme n'est assez bien pour sa précieuse fille, n'est-ce pas ? Chaque belle-mère a une opinion sur le fait que sa fille aurait pu trouver mieux. Je me disais qu'il finirait par m'accepter une fois qu'il verrait à quel point j'aimais Isabella et à quel point je subvenais à ses besoins. Richard Moreno, le père d'Isabella, était un juge à la retraite qui se comportait comme s'il présidait encore des audiences depuis son fauteuil inclinable. L'homme maîtrisait l'art de me regarder comme si j'étais quelque chose dans lequel il avait accidentellement marché lors de sa promenade matinale. Chaque conversation que nous avions ressemblait à un contre-interrogatoire où j'étais l'accusé, et déjà coupable de n'importe quel crime qu'il avait décidé que j'avais commis. Il avait cette façon de poser des questions qui n'en étaient pas vraiment. C'étaient plutôt des affirmations conçues pour me rabaisser. Alors, Marcus, tu travailles toujours dans ce petit cabinet de conseil ? Petit cabinet de conseil. Comme si l'entreprise qui employait 30 personnes et existait depuis 15 ans était un vulgaire stand de limonade que je gérais depuis mon garage. Comment se passe le paiement de cette maison ? C'est un peu raide pour quelqu'un dans ta situation. Ma situation étant, apparemment, de ne pas être assez riche pour acheter une maison comptant comme une sorte de baron de la drogue de banlieue. Isabella me dit que c'est toi qui fais la cuisine en ce moment. C'est moderne de ta part. Moderne. Comme si préparer le dîner pour ma propre famille était une sorte d'expérience féministe radicale au lieu d'une simple responsabilité d'adulte. Et Gabrielle, la sœur d'Isabella, était encore pire, parce qu'elle enrobait son agressivité passive d'une fausse douceur qui la rendait plus difficile à confronter directement. Gabrielle maîtrisait l'art du compliment à double tranchant, le genre de commentaire qui a presque l'air gentil jusqu'à ce que vous réfléchissiez vraiment à ce qu'elle dit. Oh, Marcus, tu es si bon pour Isabella. Elle a tellement de chance d'avoir trouvé quelqu'un que ça ne dérange pas qu'elle soit hors de sa ligue. Merci, Gabrielle. J'apprécie vraiment que tu soulignes que je sors avec quelqu'un de mieux que moi, tout en faisant passer ça pour une œuvre de charité. Ça doit être bien pour Isabella de ne plus avoir à se soucier de l'argent. Je veux dire, après toutes ces années passées à sortir avec des gars qui étaient trop fiers pour s'occuper correctement d'une femme. Traduction, tu n'es pas trop fier parce que tu n'as pas de quoi l'être, mais au moins tu es utile. Tu sais, Marcus, certains hommes seraient intimidés par les diplômes et la réussite d'Isabella, mais tu as l'air vraiment à l'aise avec ça. À l'aise avec ça ? Comme si je devais être menacé par le diplôme universitaire de ma femme que j'ai moi-même payé. Pendant 3 ans, j'avais enduré cette mort par 1000 coupures, me disant que les relations familiales prennent du temps à se développer, qu'ils finiraient par m'accepter, que j'étais trop sensible ou que je surinterprétais des commentaires innocents. Mais une fois qu'Isabella eut confirmé que je n'étais pas quelqu'un qu'elle aimait ou respectait, toutes ces petites offenses et micro-agressions me sont soudain apparues sous un jour différent. Ce n'étaient pas les difficultés de croissance d'une famille recomposée.
C'était le résultat naturel du fait que toutes les personnes impliquées reconnaissaient que j'étais le maillon faible de la chaîne. Le pire, ce n'était même pas le manque de respect en soi. C'était la réalisation que j'avais été complice de ma propre dégradation. Chaque fois que Richard faisait un commentaire désobligeant sur ma carrière, j'en riais ou j'essayais de lui prouver le contraire au lieu de lui dire de se carrer ses opinions là où le soleil ne brille pas. Chaque fois que Gabrielle lançait l'une de ses insultes mielleuses, je souriais et j'opinais du chef comme si elle me faisait un compliment, au lieu de la confronter sur son comportement manipulateur. Chaque fois qu'Isabella me rejetait devant d'autres personnes, je trouvais des excuses à son comportement au lieu d'exiger le respect fondamental que tout être humain mérite. J'avais tellement voulu faire fonctionner cette famille, j'avais été tellement reconnaissant d'être inclus dans leur petit cercle, que j'avais permis qu'ils me traitent comme un employé de maison plutôt que comme l'homme qui gardait leur précieuse Isabella logée, nourrie, éduquée et en sécurité financière. J'avais confondu tolérance avec acceptation et soumission avec paix. Mais la tolérance n'est pas l'acceptation, la soumission n'est pas la paix, et être utile n'est pas la même chose qu'être valorisé. Une fois que j'ai compris cette distinction, tout le reste a commencé à avoir du sens. Vous savez ce qui est drôle quand on touche le fond? Ce n'est en fait pas le pire endroit où se trouver. Le fond est un sol solide, et c'est parfois exactement ce dont vous avez besoin pour prendre appui et commencer à nager vers la surface. Ce vendredi soir-là, assis dans mon bureau pendant qu'Isabella gloussait devant une vidéo TikTok dans le salon comme si elle n'avait pas détruit notre mariage 48 heures plus tôt, j'ai enfin touché ce sol solide. C'était une de ces soirées de novembre où l'hiver frappe à la porte mais ne s'est pas encore tout à fait installé. Les enfants étaient chez Sarah pour le week-end, ce qui donnait à la maison ce sentiment de calme étrange qui s'installe quand personne n'est là pour réclamer un goûter toutes les 5 minutes ou pour se disputer pour savoir à qui le tour de promener le chien que nous n'avons même pas. Juste moi, Isabella, et le bruit de son ignorance totale de mon existence pendant que je payais toutes les factures qui rendaient son style de vie confortable possible. J'avais examiné nos dépenses mensuelles, ce qui était devenu à peu près aussi amusant que de subir un traitement de canal sans anesthésie. Les dépenses d'Isabella avaient atteint des niveaux à faire rougir une Kardashian. 3 000 $ chez Target n'était apparemment que la partie visible de l'iceberg. Il y avait aussi les 1 500 $ chez Sephora parce qu'apparemment, elle avait besoin d'assez de maquillage pour approvisionner une petite troupe de théâtre, les 800 $ chez Lululemon parce que les pantalons de yoga ordinaires ne coûtent pas assez cher pour vous faire sentir supérieur aux autres. Et mon préféré, les 1 200 $ qu'elle avait dépensé pour quelque chose appelé, eh bien, du coaching, qui, pour autant que je sache, consistait à payer une femme avec un faux accent britannique pour lui dire que ses chakras étaient mal alignés. Mais voici la chose à propos de ce vendredi soir. Je n'étais plus en colère. La colère est brûlante, brouillonne, et vous fait faire des choses stupides comme jeter de la vaisselle ou écrire des mots passifs-agressifs que vous laissez sur le réfrigérateur. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de complètement différent. C'était froid, clair et tranchant comme un bistouri. C'était ce genre de lucidité qui vous frappe quand vous arrêtez enfin de vous mentir sur ce qui se passe vraiment. J'ai sorti un bloc-notes jaune à l'ancienne, je sais, mais il y a quelque chose dans le fait d'écrire les choses à la main qui les rend plus réelles que de les taper sur un ordinateur. En haut de la page, j'ai écrit « Dépenses mensuelles payées par Marcus Hale ». Puis j'ai commencé à faire une liste, et laissez-moi vous dire, c'était comme regarder un film d'horreur où vous criez au protagoniste de ne pas descendre au sous-sol, sauf que j'étais à la fois le protagoniste et le spectateur. Le prêt immobilier, 2008 cents par mois pour une maison dans laquelle Isabella avait le droit de vivre tout en contribuant pour exactement 0 $. Les charges, gaz, électricité, eau, poubelle, internet, câble, encore 400 par mois pour qu'Isabella puisse maintenir la maison à un tropical 24 degrés en hiver tout en enchaînant les émissions de télé-réalité sur des femmes riches se jetant des verres à la figure. Les téléphones portables, les 2 lignes, naturellement, parce qu'à Dieu ne plaise qu'Isabella doive trouver comment payer pour son propre appareil de communication. C'était encore 160 par mois pour le privilège de recevoir des SMS m'expliquant à quel point j'échouais en tant que mari. L'assurance auto, la BMW d'Isabella n'allait pas s'assurer toute seule, et apparemment, son dossier de conduite était aussi brillant que son respect pour moi. Encore 180 par mois. Les services de streaming, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Apple TV, et un truc appelé Peacock qui, j'en étais sûr, n'était que NBC essayant de me faire payer pour des séries que je pouvais regarder gratuitement. Isabella devait avoir accès à tout le contenu de divertissement jamais créé, ce qui nous coûtait environ 60 balles par mois.
son abonnement à la salle de sport, 200 par mois pour un endroit huppé avec des serviettes à l'eucalyptus et de l'eau pétillante à la pression, car apparemment, transpirer chez Planet Fitness comme une personne normale aurait été indigne de sa nouvelle sensibilité raffinée. Les cartes de crédit, c'était le gros morceau. L'équivalent financier d'une tumeur qui continuait de croître, peu importe combien d'argent je jetais dessus. Entre les paiements minimums de ces diverses aventures en plastique fantastique, j'en avais pour environ 8 cents par mois juste pour l'empêcher de détruire complètement notre code de crédit. Ces prêts étudiants, vous vous souvenez de ce diplôme universitaire que j'avais si généreusement financé? Eh bien, il s'avère que même si j'avais payé les frais de scolarité de ma poche, Isabella avait quand même contracté des prêts pour ses frais de subsistance, ce qui, apparemment, signifiait maintenir son train de vie tout en prétendant être une étudiante fauchée. Encore 3 cents par mois. Je suis resté assis là à fixer cette liste, à faire le calcul dans ma tête, et j'ai réalisé que je dépensais presque $5 000 par mois juste pour subventionner le style de vie de quelqu'un qui venait de m'informer que je ne méritais ni son amour ni son respect. $5 000. Ça fait 60 000 par an. 60 000 $ par an pour financer ma propre violence psychologique. Mais voici ce qui m'a vraiment touché. Ce n'était pas seulement l'argent. L'argent n'est que du papier, juste des chiffres sur un écran, un simple outil que l'on peut gagner en travaillant. Ce qui retournait vraiment le couteau dans la plaie, c'était de réaliser qu'Isabella n'avait jamais, pas une seule fois, reconnu que tout cela était un cadeau. Elle ne voyait pas mon soutien financier comme de la générosité, un sacrifice ou même un simple partenariat. Elle le voyait comme son dû, son droit naturel en tant que ma femme que je finance son existence pendant qu'elle me traitait comme quelque chose qu'elle aurait gratté sous sa chaussure. J'ai pensé à toutes ces conversations que nous avions eues sur l'argent au fil des ans, à la façon dont elle m'accusait de vouloir tout contrôler dès que je suggérais qu'on devrait peut-être avoir un budget. À la façon dont elle levait les yeux au ciel quand j'essayais de parler d'économiser pour l'avenir, à la façon dont elle me faisait me sentir comme un avare pour vouloir comprendre où passait notre argent. Elle avait retourné ma propre générosité contre moi, m'avait fait me sentir coupable de remettre en question des dépenses qui auraient rendu un gagnant du loto nerveux. Et soudain, assis là dans mon bureau avec ce bloc-notes jaune et le son du rire d'Isabella qui résonnait depuis le salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas de la joie, ni de la satisfaction, ni un sentiment de revanche, juste un calme profond, ancré au plus profond de moi, qui survient quand on comprend enfin ce qui doit être fait. Si Isabella ne me considérait pas comme quelqu'un digne d'amour ou de respect, alors pourquoi agissais-je comme quelqu'un obligé de subvenir à tous ses désirs et besoins? Si je n'étais qu'un salaire pour elle, une source de financement pratique pour son style de vie, alors qu'est-ce que je tirais exactement de cet arrangement, à part le privilège d'être négligé émotionnellement par quelqu'un au goût de luxe? Pour la première fois en 3 ans, je n'essayais pas de comprendre comment rendre Isabella heureuse, comment gagner son affection ou comment prouver que j'étais digne de son amour. Je reconnaissais simplement un principe économique de base, on ne continue pas à investir dans quelque chose qui ne rapporte rien. J'ai décidé que je ne financerais plus mon propre manque de respect. Il y a quelque chose de presque thérapeutique dans le fait de brûler des ponts quand on réalise enfin qu'ils ne menaient qu'à des endroits où l'on n'a jamais voulu aller en premier lieu. Ce samedi matin, alors qu'Isabella cuvait encore le mélange de vin et de Netflix qui l'avait tenu éveillé jusqu'à 2 heures du matin, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon café, mon ordinateur portable. Et un sentiment de détermination qui faisait plus d'effet que n'importe quel antidépresseur inventé par l'industrie pharmaceutique. J'avais pris ma décision. Mais voici que venait la partie amusante, l'exécution. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une satisfaction toute particulière à démanteler méthodiquement le filet de sécurité financière de quelqu'un qui a passé des années à vous traiter comme son distributeur de billets personnels. Tout en vous faisant comprendre que vous n'êtes pas assez bien pour mériter sa décence humaine basique. D'abord, le téléphone portable. L'iPhone d'Isabella était pratiquement greffé à sa main, ce qui en faisait le point de départ idéal. J'ai appelé Verizon et j'ai expliqué que je voulais retirer une ligne de notre forfait familial. La conseillère clientèle, que Dieu la bénisse, a essayé de m'en dissuader. Êtes-vous sûr, monsieur Hale? Vous perdrez la réduction du forfait familial, et cela pourrait même vous coûter plus cher de n'avoir qu'une seule ligne. J'en suis absolument certain, lui ai-je dit, et j'ai besoin que cela prenne effet immédiatement. Eh bien, nous pouvons le faire tout de suite, mais l'autre téléphone perdra son réseau dans l'heure. Parfait. C'est exactement le but. Ensuite, les services de streaming. Isabella avait insisté pour que nous ayons toutes les plateformes possibles parce que, selon elle,
rater le dernier documentaire True Crime où la télé-réalité sur les femmes au foyer se jetant du vin au visage serait fondamentalement un suicide culturel. Je me suis d'abord connecté à Netflix et j'ai changé le mot de passe pour quelque chose qu'Isabella ne devinerait jamais, le respect se mérite 2024. Ensuite, j'ai fait de même avec Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Disney+, Apple TV, et ce truc bizarre Peacock que, j'en étais sûr, personne ne regardait vraiment. La banque a été un peu plus délicate, mais pas tant que ça. J'ai appelé notre société de cartes de crédit et j'ai expliqué que j'avais besoin de bloquer les cartes associées au nom d'Isabella. Le représentant a demandé si elles étaient perdues ou volées. Pas perdues, ai-je dit, mais définitivement plus autorisées à être utilisées. Monsieur, j'ai besoin de clarifier. S'agit-il de cartes sur lesquelles vous êtes un utilisateur autorisé, ou êtes-vous le titulaire principal du compte? Je suis le titulaire principal surtout. Ma femme est l'utilisateur autorisé, et je retire son autorisation. Il y a eu un blanc. D'accord, monsieur Hale, je peux tout à fait faire cela pour vous. Les cartes seront désactivées dans les prochaines minutes. Souhaitez-vous que nous vous émettions une nouvelle carte avec un numéro différent? Ce serait fantastique. L'assurance auto a pris 3 minutes. La BMW d'Isabella était assurée sur ma police, et il a suffi d'un coup de fil pour la retirer de la couverture. L'agent d'assurance a demandé si elle allait prendre sa propre assurance. Ça, c'est entre elle et la compagnie d'assurance qu'elle choisira, ai-je répondu. Ma responsabilité concernant sa conduite prend fin aujourd'hui. L'abonnement à la salle de sport a été presque trop facile. Je me suis connecté au compte en ligne et j'ai annulé son abonnement avec effet immédiat. Le système a demandé si je voulais fournir une raison pour l'annulation. J'ai tapé « plus marié à quelqu'un qui respecte la personne qui paie son abonnement », mais ensuite j'ai effacé et sélectionné simplement « déménagement » dans le menu déroulant. Inutile d'être mesquin quand on est déjà méticuleux. À midi, j'avais systématiquement retiré à Isabella tous les avantages financiers dont elle bénéficiait en tant que ma femme. Chaque privilège, chaque commodité, chaque petit luxe qu'elle tenait pour acquis avait disparu plus vite qu'un mariage Kardashian. Et la beauté de la chose, c'est que c'était tout à fait légal et totalement dans mes droits. C'est fou le pouvoir qu'on a sur son propre argent quand on décide enfin de s'en servir. Je me suis préparé un sandwich, dinde et emmental sur du pain au levain, rien de sophistiqué, et je me suis rassis à la table de la cuisine pour attendre. En général, Isabella ne faisait pas surface avant 13h le week-end, ce qui me laissait environ 1 heure pour me préparer mentalement à ce qui allait être soit la conversation la plus satisfaisante de mon mariage, soit la dispute la plus nucléaire que nous ayons jamais eue. Probablement les deux. À 13h15 exactement, j'ai entendu la douche couler à l'étage. La routine du week-end d'Isabella était aussi prévisible qu'une horloge. Se réveiller, passer 20 minutes à scroller sur les réseaux sociaux au lit, se doucher, passer 20 autres minutes sur sa routine de soins de la peau qui impliquait plus de produits qu'une petite pharmacie. Puis descendre en s'attendant à ce que j'ai préparé le café et probablement une sorte de brunch élaboré. À 13h47, j'ai entendu ses pas dans les escaliers. Elle est apparue dans la cuisine portant l'une de ces tenues de sport qui coûtent plus cher que la mensualité d'une voiture. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, bien qu'elle vienne de sortir de la douche. Elle avait l'air prête pour une séance photo pour le magazine Femmes qui font de bons mariages. « Bonjour, chérie. » a-t-elle dit, se dirigeant directement vers la cafetière sans me regarder. « Quel est le plan pour aujourd'hui? Je pensais qu'on pourrait aller à ce nouveau spot de brunch en ville. Peut-être faire un peu de shopping après. Il y a des soldes chez Anthropologie et j'ai vu une robe qui serait parfaite pour la fête des Morrison le week-end prochain. » Elle a attrapé son téléphone sur le comptoir et immédiatement, son visage s'est plissé de confusion. Bizarre, je ne capte rien. Le Wi-Fi est en panne ou quoi? Le Wi-Fi marche très bien. J'ai dit en prenant une gorgée de mon café. C'est ta ligne de téléphone qui a été coupée. Elle m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que la gravité avait été annulée. Comment ça, coupée? Je veux dire que j'ai appelé Verizon ce matin et retiré ta ligne de notre forfait. Ton téléphone n'a plus de réseau. Isabella m'a fixé un long moment avant de lâcher un rire qui sonnait comme du verre brisé. Très drôle, Marcus. Que se passe-t-il vraiment? C'est exactement ce qui se passe. J'ai aussi changé les mots de passe de tous les services de streaming, bloqué tes cartes de crédit, résilié ton assurance auto et annulé ton abonnement à la salle de sport avec effet immédiat. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir.
Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Je me suis levé et j'ai marché vers l'endroit où elle se tenait. Assez près pour qu'elle voie que je ne plaisantais pas, que je n'étais pas en colère, que je ne faisais pas une crise de nerfs. J'en avais juste fini. Tu m'as dit il y a 2 soirs que tu ne respectes que les personnes que tu aimes et que je n'en fais pas partie. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie, et j'ai réalisé que tu as absolument raison. Si je ne suis pas quelqu'un que tu aimes ou respectes, alors je ne suis pas non plus obligé de financer ton train de vie. Marcus, tu es ridicule. Tu ne peux pas juste. Je peux, et je l'ai fait. Le respect n'est pas gratuit, Isabella. Tu veux être marié à quelqu'un qui paie pour ton téléphone, tes cartes de crédit, ton assurance, tes divertissements, ton abonnement à la salle de sport et tout le reste? Alors tu dois être marié à quelqu'un que tu respectes vraiment. Puisque ce n'est pas moi, selon toi, alors je ne suis plus ton pourvoyeur. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais pour la première fois en 3 ans, absolument rien n'est sorti. Et dans ce moment de silence stupéfait, j'ai réalisé quelque chose de magnifique. J'étais enfin libre. Le dimanche matin s'est levé clair et froid, le genre de journée de novembre où le ciel a l'air d'avoir été lavé à grande eau et où l'air a ce mordant vif qui vous réveille mieux que n'importe quelle quantité de caféine. Je me suis réveillé avant mon réveil, ce qui était inhabituel, mais en même temps, tout dans ces dernières 48 heures avait été inhabituel. Isabella avait passé la majeure partie de la journée de samedi à alterner entre un silence furieux et des tentatives larmoyantes de me convaincre que je faisais une sorte de crise de la quarantaine. Mais j'avais tenu bon. Pas de négociation, pas de discussion, pas de « réglons ça en thérapie de couple ». Le soutien financier était terminé, point final, fin de la phrase. Mais couper l'argent n'était que la première étape. La phase 2 allait commencer et elle nécessitait qu'Isabella soit hors de la maison pendant quelques heures. Heureusement, elle avait prévu d'aller faire du shopping avec Gabriel, probablement pour se plaindre du monstre déraisonnable que j'étais devenu du jour au lendemain, et pour trouver un moyen de me culpabiliser afin que je recommence à financer son style de vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant son absence, j'allais m'assurer qu'à son retour, elle ne pourrait pas rentrer. À 9h tapantes, la camionnette d'un serrurier s'est garée dans mon allée. J'avais appelé Rodriguez et Fils samedi soir et j'avais payé un supplément pour un service le dimanche, ce qui en disait long sur mon sérieux dans toute cette opération. Miguel Rodriguez était un homme trapu d'une 50aine d'années qui avait probablement vu tous les types de drames familiaux imaginables. Et il avait le genre de visage buriné qui indique qu'il ne posait pas de questions dont il n'avait pas besoin des réponses. « Vous voulez que toutes les serrures soient changées ?» a-t-il demandé en regardant la porte d'entrée, la porte arrière et l'entrée latérale menant au garage. Toutes. Et il faut que ce soit fait vite. Ma femme devrait être partie pendant environ 3 heures, et je veux que ce soit terminé avant qu'elle ne revienne. Miguel a hoché la tête, comme s'il avait entendu cette histoire 1000 fois. Les peines dormant aussi? Les peines dormant, les poignées de porte, tout. Et j'ai besoin de 3 jeux de clés. Un pour moi, un pour ma fille, et un pour mon fils. Et pour votre femme? Elle n'aura pas besoin de clés. L'expression de Miguel n'a pas changé, mais j'ai capté le léger haussement de ses sourcils. Très bien. Ça me prendra environ 1h30, peut-être 2 heures max. Vous voulez le bon matériel ou le matériel bon marché? Le bon matériel. L'argent n'est pas un problème pour ce projet en particulier. Pendant que Miguel s'affairait à transformer ma maison en Fort Knox, je me suis attaqué au point suivant de mon ordre du jour, emballer les affaires d'Isabella. Alors, je veux être clair ici. Je n'ai pas jeté ces affaires dans des sacs poubelles pour les balancer sur la pelouse comme dans un épisode bas de gamme de Jerry Springer. Je ne suis pas un sauvage. Je suis allé chez Target, j'ai acheté un tas de ces bacs de rangement en plastique transparent, et j'ai méthodiquement emballé tout ce qui lui appartenait avec le même soin que je lui avais témoigné pendant 3 ans. Le soin qu'elle n'avait jamais apprécié ni reconnu, mais du soin quand même. Ses vêtements remplissaient 8 bacs. 8. Je parle d'assez de tenues pour approvisionner une petite boutique, y compris des chaussures qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et des sacs à main qui avaient probablement leur propre police d'assurance. Son maquillage et ses produits de soins ont rempli 2 autres bacs, et je jure que certains de ces petits pots coûtaient plus cher à l'once que l'or. Ses livres, ses bibelots, sa collection de bougies qui sentaient tout le bourbon à la vanille, les feuilles d'automne ou n'importe quel parfum censé vous faire sentir sophistiqué. Tout est allé dans des bacs étiquetés avec un marqueur noir,
de ma plus belle écriture. Les bijoux étaient plus délicats. Évidemment, sa bague de fiançailles et son alliance lui appartenaient, ainsi que tous les autres bijoux qu'elle avait accumulés au fil des ans. Mais il y avait quelques pièces que je lui avais offertes pour des anniversaires et qui avaient plus de valeur sentimentale que monétaire, et je me suis surpris à hésiter sur celle-là. Puis je me suis souvenu de ces mots de jeudi soir, je ne respecte que les personnes que j'aime, et tu n'en fais pas partie. Et hop, dans le bac avec le reste. Si je n'étais pas quelqu'un qu'elle respectait, alors mes cadeaux ne signifiaient probablement pas grand-chose pour elle de toute façon. Miguel a terminé avec les serrures à 11h30, a testé chacune d'elles 2 fois, et m'a remis 3 jeux de clés toutes neuves et brillantes. Vous voulez que je reste dans les parages, m'a-t-il demandé. Parfois, ces situations deviennent compliquées. Non, mais j'apprécie la proposition. Je pense pouvoir gérer à partir d'ici. Très bien, alors. Bonne chance, mec. Après son départ, j'ai aligné les bacs d'Isabella en rangée bien nette sur le porche d'entrée, je les ai recouverts d'une bâche en cas de pluie, puis je suis rentré attendre. La maison semblait différente d'une certaine manière, plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres pour faire sortir 3 ans d'air vicié. Je me suis préparé un sandwich, j'ai ouvert une bière même s'il n'était pas encore midi, et je me suis assis dans mon salon pour réfléchir à ce que j'allais dire quand Isabella rentrerait. À 14h15, mon téléphone a sonné. Le nom d'Isabella est apparu à l'écran, ce qui était ironique vu que son téléphone n'avait plus de forfait. Elle devait utiliser le téléphone de Gabriel ou peut-être le Wi-Fi d'un quelconque café où elle s'était posée pour penser leur play et préparer leur contre-attaque. Marcus, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la panique à peine contrôlée dans sa voix. Je n'arrive pas à entrer dans la maison. C'est exact. Il y a eu une pause, comme si elle essayait d'assimiler le fait que j'avais vraiment été jusqu'au bout d'une chose pour une fois, au lieu de juste faire des menaces puis reculer comme je le faisais d'habitude. Comment ça ? C'est exact. Je veux dire exactement ce que j'ai dit hier. Tu m'as dit que tu ne m'aimais pas ni ne me respectais, ce qui signifie que je ne suis plus ton pourvoyeur. Et si je ne suis pas ton pourvoyeur, alors ce n'est pas ta maison. Marcus, c'est de la folie. Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison. En fait, ce n'est pas ta maison. Ton nom est peut-être sur l'acte, mais tu n'as jamais payé un centime pour le prêt, les charges, l'assurance ou toute autre dépense liée à cette propriété. Légalement et concrètement. C'est ma maison dans laquelle je t'autorisais généreusement à vivre. Cette générosité a maintenant expiré. Je pouvais entendre Gabriel en fond, probablement en train de dicter à Isabella quoi dire ou peut-être d'appeler son propre mari pour se plaindre de l'ordure déraisonnable que j'étais. Où suis-je censé aller, a demandé Isabella, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment effrayée. Honnêtement je n'en sais rien, et franchement, ce n'est plus mon problème à résoudre. Mais je dirais ceci, tes affaires sont soigneusement emballées sur le porche, recouvertes d'une bâche pour ne pas être mouillées. Je te suggère de t'organiser pour qu'elles soient récupérées rapidement. C'est extrême, Marcus. Le mariage, c'est censé être résoudre les problèmes ensemble. Tu as tout à fait raison. Le mariage est censé reposer sur l'amour mutuel, le respect et le partenariat, mais tu as clairement indiqué que tu ne m'aimes pas et ne me respectes pas. Ce qui signifie que nous n'avons pas vraiment de mariage. Nous avons un arrangement financier auquel j'ai décidé de mettre fin. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, elle a repris la parole, d'une voix plus faible et plus incertaine que je ne l'avais jamais entendue. Alors c'est ça. Tu abandonnes, tout simplement. Non, Isabella, tu as abandonné notre couple il y a longtemps. Je ne fais qu'accepter enfin la réalité. Si vous n'avez jamais eu le plaisir de voir des personnes qui se croient tout permis réaliser que leur passe-droit est terminé, laissez-moi vous décrire la scène. C'est comme regarder quelqu'un essayer d'utiliser une carte de crédit expirée dans une boutique de luxe. Il y a le déni, puis la colère, puis la négociation, encore plus de colère, et enfin une sorte d'incrédulité stupéfaite que le monde ne tourne pas réellement autour d'eux. J'ai été aux premières loges de ce cirque psychologique à 18h30 pile ce soir-là, lorsque la Lexus argentée de Richard Moreno s'est garée dans mon allée, comme s'il arrivait pour saisir un bien immobilier. Je m'y attendais, bien sûr. Il n'y avait aucune chance qu'Isabella gère cette situation avec dignité ou introspection. Non, elle allait courir se réfugier dans les jupes de papa pour qu'il mène ses batailles à sa place, parce que c'est ce que font les gens choyés quand la réalité frappe à leur porte.
Ils appellent la cavalerie et espèrent que quelqu'un avec plus d'autorité pourra contraindre le monde à reprendre la forme qu'il préfère. Richard est descendu de sa voiture arborant ce que j'appelle son visage de juge, cette expression sévère et désapprobatrice qu'il avait perfectionnée au cours de 30 années sur le banc des juges. Celle qui était censée vous faire sentir coupable de quelque chose même si vous n'aviez jamais traversé en dehors des clous. Gabrielle a émergé côté passager, vêtue comme si elle allait à un enterrement, tout de noir et avec des lunettes de soleil dramatiques, bien que le soleil fût déjà en train de se coucher. Et Isabella. Eh bien, Isabella avait l'air de quelqu'un qui a passé la journée à pleurer dans des cafés et à se faire caresser l'ego par des gens lui disant à quel point elle était une victime. J'ai observé cette petite parade dysfonctionnelle avancer dans mon allée depuis la fenêtre de mon salon, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un calme total et absolu. Aucune anxiété face à la confrontation, aucun besoin désespéré de m'expliquer ou de justifier mes actions, aucune envie de m'excuser pour m'être enfin défendu. Juste une paix profonde, installée, qui vient du fait de savoir que vous avez absolument 100% raison. La sonnette a retenti. Je l'ai laissé sonner une deuxième fois. Puis j'ai entendu la voix de Richard à travers la porte, utilisant son ton de salle d'audience comme s'il déclarait l'ouverture de la séance. « Marcus, ouvre cette porte. Il faut qu'on parle. » J'ai pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte d'entrée, m'arrêtant pour vérifier mes cheveux dans le miroir du couloir et lisser ma chemise. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à 3 visages qui s'attendaient visiblement à me voir ramper et implorer leur pardon. Au lieu de cela, ils ont trouvé un homme qui avait l'air de venir de passer la meilleure nuit de sommeil de sa vie. Richard, Gabrielle, Isabella. J'ai hoché la tête à chacun d'eux comme si je saluais de simples connaissances. « Que puis-je faire pour vous ?» Le visage de Richard a pris la couleur d'une tomate bien mûre. « Ce que tu peux faire pour nous ? Marcus, ce comportement est absolument inacceptable. Tu ne peux pas enfermer ta femme dehors de sa propre maison. En fait, je le peux, et je l'ai fait. Et ce n'est pas sa maison. C'est ma maison, dans laquelle je lui permettais de vivre gratuitement jusqu'à ce qu'elle précise qu'elle ne respecte pas la personne qui paie pour son train de vie. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage, est intervenu Gabrielle, avec une voix assez perçante pour briser le verre. On ne jette pas quelqu'un dehors juste parce qu'on s'est disputé. J'ai regardé Gabrielle avec le genre de patience qu'on réserve généralement pour expliquer des calculs de base à un enfant de maternelle particulièrement lent. Nous ne nous sommes pas disputés, Gabrielle. Isabella a fait une déclaration très claire sur ses sentiments concernant notre relation. Je ne fais que répondre de manière appropriée à cette information. Isabella a enfin retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie plutôt comme un gémissement que comme de vrais mots. Marcus, s'il te plaît. Tu es ridicule. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je prenne tout ce que j'ai dit complètement au pied de la lettre. Oh que si, je le peux, ai-je répondu, en m'appuyant contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu vois, quand quelqu'un te dit qu'il ne respecte que les personnes qu'il aime et que tu n'en fais pas partie, c'est ce qu'on appelle une déclaration définitive. Ce n'est pas ambigu. Ce n'est pas ouvert à interprétation. C'est une déclaration claire de la façon dont tu perçois notre relation. Richard s'est gonflé comme un paon en colère. Le mariage demande de la patience, Marcus. On surmonte les problèmes. On n'abandonne pas le navire au premier signe de difficulté. C'était le moment que j'attendais. L'occasion d'expliquer la dignité humaine de base à un homme qui avait passé sa carrière à censément faire respecter la justice, mais qui n'avait apparemment jamais appris la différence entre le respect et la tolérance. La patience, ai-je dit, regardant Richard droit dans les yeux, est bâtie sur la fondation du respect mutuel. Sans respect, il n'y a pas de raison d'être patient. Il n'y a qu'une personne qui accepte d'être maltraitée par une autre personne qui se sent en droit de le faire. Mais c'est ta femme, a protesté Gabrielle, comme si ce titre était une sorte de formule magique rendant la maltraitance acceptable. Être la femme de quelqu'un ne donne pas le droit de le traiter comme un moins que rien, ai-je répliqué. Et être le mari de quelqu'un n'oblige pas à financer indéfiniment son propre manque de respect. Isabella a fait un pas en avant, et pendant un instant j'ai cru qu'elle allait vraiment s'excuser, qu'elle montrerait une certaine reconnaissance de la façon dont ses mots et ses actes nous avaient menés à ce point. Au lieu de cela, elle a basculé directement dans la manipulation émotionnelle. Tu m'abandonnes, Marcus. Comment peux-tu simplement jeter 3 ans à la poubelle comme s'il ne signifiait rien? L'audace était à couper le souffle. Voilà une femme qui venait de passer 3 ans à me traiter comme un distributeur de billets sur pattes,
qui m'avait dit explicitement qu'elle ne m'aimait pas et ne me respectait pas, qui m'avait comparé défavorablement à chaque homme avec qui elle était sortie. Et qui essayait maintenant de me faire culpabiliser de refuser de continuer à subventionner mon propre abus émotionnel. Je ne jette rien à la poubelle, Isabella, ai-je dit, d'une voix ferme et calme. Tu as jeté notre mariage à la poubelle au moment où tu as décidé que je ne méritais pas ton respect. Je ne fais que reconnaître ce que tu avais déjà clairement établi. Nous n'avons pas de relation basée sur l'amour et le respect mutuel. Nous avons un arrangement financier auquel j'ai choisi de mettre fin. C'est un châtiment cruel et inhabituel, a beuglé Richard, oubliant apparemment qu'il n'était plus dans une salle d'audience et que les conflits conjugaux ne tombent pas sous le coup du 8e amendement. Non, ai-je répondu, laissant enfin transparaître une certaine dureté dans ma voix. Un châtiment cruel et inhabituel, c'est passer 3 ans à s'entendre dire qu'on n'est pas assez bien, par quelqu'un dont on finance tout le mode de vie. Un châtiment cruel et inhabituel, c'est voir ses contributions ignorées, ses efforts balayés. Et sa valeur mesurée uniquement par sa capacité à payer les factures des autres. Ce que je fais s'appelle l'amour-propre, et il était grand temps. Le sang-froid d'Isabella a fini par craquer complètement. Où suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? J'ai fait un geste vers les rangées soignées de bacs de rangement sur mon Porsche, recouverts de la bâche pour les garder au sec. Tes affaires sont juste là, soigneusement emballées et prêtes à être transportées. Quant à savoir où tu vas et ce que tu fais, c'est entièrement ton problème. Tu es une adulte avec un master que j'ai payé. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Tu ne peux pas être sérieux à propos de ça, a dit Richard, mais ses fanfaronnades commençaient à se dégonfler alors qu'il réalisait que ses tactiques d'intimidation ne fonctionnaient pas sur quelqu'un qui avait enfin cessé de se soucier de son approbation. Je suis tout à fait sérieux, plus sérieux que je ne l'ai été à propos de quoi que ce soit depuis des années. Je me suis redressé et je me suis préparé à prononcer ma plaidoirie finale. Isabella a fait un choix lorsqu'elle m'a dit que je n'étais pas quelqu'un qu'elle aimait ou respectait. J'honore simplement ce choix en me retirant de la position de soutien d'une personne qui me regarde avec mépris. Le silence qui a suivi était magnifique. Vous savez ce qui est amusant dans les petits quartiers de banlieue? L'information voyage plus vite que les ragots lors d'un repas de charité, et soudain, tout le monde devient conseiller conjugal avec des opinions très tranchées sur des situations dont ils ne savent absolument rien. Dès le lundi matin, la nouvelle selon laquelle Marcus Hale avait enfermé sa femme hors de chez eux faisait le tour du quartier plus vite qu'une gastro dans une garderie. J'ai découvert cette charmante réalité quand je suis sorti chercher mon journal. Oui, je reçois encore le journal papier parce que je suis apparemment un ancêtre, et j'ai trouvé ma voisine Janet Peterson pratiquement en embuscade derrière sa boîte aux lettres comme une sorte d'espionne de banlieue. Janet était la mère autoproclamée de notre petite impasse, le genre de femme qui connaissait les affaires de tout le monde et se sentait personnellement responsable du maintien de ce qu'elle appelait les standards du quartier. Ce qui était en gros un code pour s'assurer que personne ne faisait rien qui puisse faire baisser la valeur de l'immobilier ou offenser sa délicate sensibilité. Bonjour, Marcus, m'a-t-elle interpellé avec ce faux ton désinvolte que les gens utilisent quand ils pêchent des informations. Tout va bien? J'ai vu la voiture de Richard ici hier soir, et il semblait y avoir une discussion sur ton Porsche. Une discussion? C'était une façon polie de décrire ce qui avait été essentiellement une intervention à 3 personnes conçue pour me faire honte afin que je recommence à financer le train de vie d'Isabella pendant qu'elle me traitait comme quelque chose qu'elle aurait gratté sous ses chaussures de marque. Tout va bien, Janet. On règle juste quelques problèmes familiaux. Oh. Elle avait l'air déçue que je n'allais pas déballer tous les détails croustillants juste là sur le trottoir à 7 heures du matin. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je veux dire, le mariage peut être si difficile de nos jours. Traduction, je meurs d'envie de savoir ce qui s'est passé, et je vais passer le reste de la journée à appeler toutes les femmes du quartier pour spéculer sur ta vie privée. Le temps d'arriver au travail, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer avec des appels et des SMS de personnes qui avaient apparemment entendu diverses versions de l'histoire. Mon pote d'université Dave a envoyé un SMS disant simplement « Mec, t'as vraiment changé les serrures ?» Ma sœur m'a appelé pour me demander si je faisais une dépression nerveuse. Même mon ex-femme Sarah m'a envoyé un SMS pour demander si les enfants devaient s'inquiéter de leur situation de logement lorsqu'ils étaient avec moi. Mais les appels vraiment intéressants venaient de gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Soudain, tout le monde voulait déjeuner, prendre une bière, ou prendre des nouvelles avec des prétextes évidents pour avoir la vraie histoire à la source. C'était comme être une célébrité,
sauf qu'au lieu d'être célèbre pour quelque chose de cool comme faire des films ou marquer des home runs, j'étais célèbre pour m'être enfin fait pousser une colonne vertébrale à 42 ans. Les réactions se divisaient en catégories prévisibles. Il y avait les gens qui pensaient que j'étais tout à fait justifié, généralement d'autres hommes divorcés qui avaient traversé leur propre version de cet enfer particulier. C'étaient les hommes dont les contributions avaient été rejetées, les efforts ignorés, le respect de soi lentement érodé jusqu'à ce qu'ils disent enfin, ça suffit. Ils n'avaient pas besoin de détails, ils avaient juste besoin de savoir que quelqu'un d'autre avait enfin tracé une ligne dans le sable et refusé de se laisser marcher dessus. Ensuite, il y avait les gens qui pensaient que j'étais trop dur, trop extrême, trop peu disposé à travailler sur la relation. C'étaient surtout des femmes mariées à qui leur conjoint n'avait apparemment jamais dit qu'elles ne méritaient ni amour ni respect, ou des hommes qui avaient été tellement écrasés par leur propre relation qu'ils ne pouvaient pas imaginer se défendre. Ils parlaient de compromis, de communication, et de donner une seconde chance aux gens, comme si je n'avais pas passé 3 ans à faire exactement cela pendant qu'Isabella détruisait systématiquement le peu de respect que j'avais encore pour moi-même. Les réactions les plus intéressantes venaient de personnes qui avaient réellement passé du temps avec Isabella et moi en tant que couple. Ses amis avaient vu Isabella balayer mes opinions lors de dîner, l'avaient vu lever les yeux au ciel quand je parlais, avaient été témoins de la façon dont elle me traitait comme un domestique plutôt que comme un partenaire. Ils n'avaient pas besoin d'explications parce qu'ils avaient vu notre mariage aller droit dans le mur au ralenti depuis le début. Mon ami Tom, dont la femme Karen faisait partie du petit cercle social d'Isabella, m'a appelé mardi après-midi avec ce qu'il décrivait comme des renseignements recueillis derrière les lignes ennemies. Karen est rentrée d'un café avec les filles hier et apparemment Isabella se fait passer pour la victime d'un mari abusif qui a pété un plomb et l'a mise à la porte sans préavis, a-t-il dit. Mais voici le truc, Karen a des yeux, et elle observe comment Isabella te traite depuis 3 ans. Elle m'a dit que si un homme lui parlait comme Isabella te parle, elle aurait divorcé avant l'arrivée des entrées. C'était la validation dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Pendant si longtemps, je m'étais demandé si j'étais trop sensible, si je comprenais mal le comportement d'Isabella, si peut-être le problème venait vraiment de moi et de mon incapacité à la rendre heureuse. Entendre que d'autres personnes avaient remarqué ce manque de respect, avaient été mal à l'aise en le voyant, m'a fait comprendre que je n'avais pas imaginé tout ça. Mais les réactions les plus importantes sont venues des 2 personnes dont les opinions comptaient vraiment, Clara et Jonah. Les enfants sont venus chez moi mercredi soir et j'ai tout de suite compris qu'ils avaient entendu quelque chose. Clara, 11 ans, a toujours été perspicace pour son âge, et Jonah, 9 ans, capte les courants émotionnels sous-jacents comme un chien de chasse renifle une piste. Papa, a dit Clara pendant que nous préparions le dîner ensemble, maman a dit qu'Isabella a déménagé. C'est vrai, ma chérie. Isabella et moi avons quelques problèmes et nous avons décidé qu'il vaudrait mieux qu'elle reste ailleurs pendant un moment. Vous allez divorcer, a demandé Jonah, levant les yeux de ses devoirs de maths à la table de la cuisine. J'ai fait une pause, réalisant que c'était l'un de ces moments de parentalité où l'honnêteté importait plus que de les protéger de vérités dérangeantes. Je ne sais pas encore, mon grand. Nous devons d'abord régler certaines choses. Ce qui m'a surpris, c'est leur réaction. Je m'attendais à des questions, peut-être à une certaine tristesse face au bouleversement de leur routine, potentiellement à de l'inquiétude concernant l'impact sur leur situation de logement. Au lieu de cela, Clara a hoché la tête comme si c'était parfaitement logique, et Jonah est simplement retourné à ses devoirs de maths. Plus tard dans la soirée, pendant que nous regardions un film, Clara s'est pelotonnée contre moi sur le canapé et a dit quelque chose qui m'a presque brisé le cœur, « Papa, tu as l'air plus heureux maintenant. » La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille de 11 ans avait remarqué quelque chose qui avait apparemment échappé à la moitié des adultes de ma vie. Que vivre avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est comme porter un poids dont on ne réalise même pas l'existence jusqu'à ce qu'il soit parti. Je suis plus heureux, ma chérie. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles pour prendre soin d'eux-mêmes. Comme quand tu m'as dit que je n'étais pas obligé de rester ami avec Megan après qu'elle ait été méchante avec moi. Exactement comme ça. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, mes enfants voyaient en leur père quelqu'un qui ne tolérait pas d'être maltraité, quelqu'un qui s'estimait suffisamment pour s'éloigner d'une situation qui le rendait malheureux. Ils voyaient de la force au lieu de la résignation, des limites au lieu d'une complaisance sans fin. Et cela, plus que tout le reste, me disait que j'avais fait le bon choix. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'univers commence à distribuer une justice poétique avec un côté de leçon d'humilité. 3 semaines pour qu'Isabella découvre à quoi ressemblait la vie quand on devait réellement payer sa propre facture de téléphone, sa propre assurance automobile,
c'est l'Ator de prix et ses séances de coaching bien-être. 3 semaines pendant lesquelles la réalité a percuté les privilèges comme un train de marchandises heurtant une BMW. J'ai eu des nouvelles de la nouvelle situation d'Isabella par le réseau de commérage du quartier, qui était plus efficace que la CIA pour recueillir des renseignements. Janet Peterson s'était apparemment donné pour mission personnelle de suivre la vie post-expulsion d'Isabella comme une sorte de correspondante de guerre de banlieue. Selon les sources de Janet, et soyons honnêtes, Janet avait des sources partout, Isabella s'était installée chez Gabriel temporairement. Cela causait déjà des tensions, car le mari de Gabriel n'était pas ravi de voir le drame de sa belle-sœur perturber la quiétude de son foyer. Mais le vrai divertissement a commencé quand Isabella a tenté de maintenir son mode de vie sans mon soutien financier. Apparemment, elle était allée chez Target, s'attendant à dépenser ses $1000 habituels pour tout ce qui lui faisait envie, pour découvrir que ses cartes de crédit n'étaient pas seulement bloquées, elles étaient annulées. La caissière avait dû couper sa carte Visa directement à la caisse pendant qu'une file de mères de famille assistait au spectacle. Janet a décrit cela comme « un sacré scandale », ce qui dans le monde de Janet équivaut en gros à signaler une catastrophe de catégorie 5. Isabella avait aussi essayé de s'inscrire à la salle de sport aux serviettes à l'eucalyptus, pour s'entendre dire que son abonnement avait été résilié et qu'elle devrait payer les frais d'inscription complets plus les mensualités si elle voulait se réinscrire. Apparemment, elle a fait une scène à ce sujet, exigeant de parler au directeur et menaçant de porter plainte pour discrimination. Le directeur, selon le réseau de renseignement de Janet, lui avait poliment expliqué que ne pas payer ses factures ne faisait pas partie des catégories protégées par les lois sur les droits civiques. La situation du téléphone portable était particulièrement problématique parce qu'Isabella n'avait apparemment jamais pris la peine d'apprendre mon numéro de sécurité sociale ou les informations du compte nécessaires pour souscrire son propre abonnement. Elle utilisait le téléphone de Gabriel pour tout, ce qui causait son propre lot de problèmes, car le mari de Gabriel commençait à en avoir marre de voir le téléphone de sa femme monopolisé par la vie sociale et le drame de recherche d'emploi d'Isabella. Ouais, la recherche d'emploi. Il s'avère que quand vous n'avez pas quelqu'un d'autre pour payer tous vos besoins, vous devez réellement travailler pour vivre. Qui aurait pu prédire un développement aussi choquant? Mais le véritable retour à la réalité est venu quand Isabella a essayé de trouver son propre appartement. Vous voyez, avoir son nom sur un titre de propriété ne veut pas dire grand-chose quand on n'a jamais réellement payé aucune des dépenses associées. Isabella n'avait aucun historique de crédit à son nom, aucune preuve de revenus, aucune référence de location, et pas de compte épargne parce qu'elle avait dépensé chaque centime que je lui avais donné pour maintenir son train de vie. Les propriétaires, il s'avère, veulent des locataires qui peuvent réellement payer le loyer, pas des locataires qui peuvent expliquer en détail pourquoi leur mari dont elles sont séparées devrait payer leur loyer. J'ai appris tout cela non pas parce que je traquais les malheurs d'Isabella, mais parce que les gens n'arrêtaient pas de m'appeler pour me tenir au courant comme si je suivais une sorte d'émission de télé-réalité. Mon pote Tom était particulièrement doué pour recueillir des infos par l'intermédiaire de Karen, qui faisait toujours partie du cercle social d'Isabella et avait donc des places aux premières loges pour assister au désastre en cours. Elle a essayé d'obtenir un poste dans cette agence de marketing en ville, m'a rapporté Tom lors d'un de nos appels hebdomadaires. Apparemment, l'entretien ne s'est pas bien passé quand ils ont posé des questions sur son expérience professionnelle et qu'elle a dû expliquer qu'elle s'était concentrée sur son mariage au cours des 3 dernières années. Concentrée sur son mariage. C'était une façon créative de décrire le fait de dépenser mon argent tout en me traitant comme si j'étais indigne de son attention. Ouais, et quand ils ont demandé des références, elle a mis ton nom. Ils t'ont appelé hier, tu n'as pas eu le message? J'avais eu le message, en fait. Une femme très professionnelle de Henderson Marketing m'avait appelé pour vérifier les antécédents professionnels et la moralité d'Isabella. J'avais été poli, mais honnête. J'avais répondu qu'Isabella n'avait jamais travaillé pendant notre mariage. Que j'avais soutenu financièrement ses études supérieures et que, bien qu'elle fût intelligente et capable, je ne pouvais pas me prononcer sur son éthique de travail ou sa fiabilité professionnelle, n'ayant observé aucune des deux dans un contexte professionnel. J'avais souhaité bonne chance à l'entreprise pour sa décision et j'avais raccroché. Isabella n'a pas obtenu le poste, mais le développement le plus intéressant est survenu un jeudi soir lorsque mon téléphone a sonné et que le nom de Richard Moreno est apparu à l'écran. Pas Isabella appelant avec le téléphone de quelqu'un d'autre, pas Gabriel essayant de jouer les médiatrices, Richard lui-même m'appelant directement pour la première fois en 3 ans. Marcus. Sa voix était différente, moins dominatrice, plus fatiguée. Richard. Que puis-je faire pour vous? Il y a eu une longue pause, le genre de silence qui se produit quand quelqu'un ravale sa fierté et trouve que ça a un goût pire que ce qu'il imaginait.
Je voulais te parler d'Isabella. D'accord. Elle galère, Marcus. Toute cette situation a été très difficile pour elle. J'ai attendu. Je n'allais pas lui faciliter la tâche en intervenant avec des paroles rassurantes ou des excuses. Si Richard voulait avoir cette conversation, il allait devoir la mener lui-même. Elle vit avec Gabriel, mais ça ne se passe pas bien. Elle n'arrive pas à trouver de travail, n'arrive pas à être acceptée pour un appartement, elle ne peut même pas obtenir un bon forfait de téléphone portable parce qu'elle n'a pas d'historique de crédit. Ça a l'air difficile, ai-je dit, d'une voix soigneusement neutre. Marcus, je crois que je te dois des excuses. Ça, c'était inattendu. Richard Moreno s'excusant auprès de qui que ce soit, c'était comme trouver une licorne dans son jardin. Théoriquement possible, mais pas quelque chose à quoi on s'attend réellement à assister. Pourquoi? Pour ne pas avoir compris ce que tu vivais. Pour t'avoir traité comme si tu n'étais pas assez bien pour notre famille, alors que tu étais celui qui maintenait tout à flot. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de 3 années de condescendance, de rejet et de manque de respect ordinaire dont nous nous souvenions tous les deux. Isabella m'a appelé en pleurant hier, a-t-il continué. Elle a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point tu faisais des choses pour elle jusqu'à ce que tout disparaisse. Elle a dit qu'elle pensait que tu serais toujours là, que tu t'occuperais toujours de tout, peu importe comment elle te traitait. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que le respect ne devrait jamais être compris avec le recul, qu'il devrait être pratiqué quotidiennement, sur le moment, quand ça compte. Pour la première fois de toute notre relation, Richard Moreno ne se disputait pas avec moi. Il n'essayait pas de prouver que j'avais tort, il ne défendait pas le comportement d'Isabella, il ne cherchait pas d'excuses au traitement que m'avait infligé sa famille. Il était en fait d'accord avec moi. Elle veut te parler, Marcus. Elle veut essayer d'arranger les choses. Je sais. Elle n'arrête pas d'appeler. Vas-tu lui parler? J'ai regardé autour de moi, dans ma maison paisible, sans drame, où je pouvais dîner sans être ignoré, regarder la télé sans être rejeté, et me coucher sans me demander ce que j'avais fait de mal ce jour-là. Peut-être. Mais pas parce qu'elle galère, et pas parce qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Si je parle à Isabella, ce sera parce qu'elle aura appris quelque chose sur le respect qui va plus loin que le simple fait que son train de vie lui manque. Richard est resté silencieux un long moment. C'est juste, Marcus. C'est plus que juste. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois, je n'étais pas le problème qui devait être résolu. Je n'étais pas celui qui devait changer, faire des compromis ou essayer plus fort. J'étais enfin celui dont les limites étaient respectées. 4 mois. C'est le temps qu'il a fallu à Isabella pour comprendre que la fierté ne paie pas le loyer, et que se croire tout permis ne couvre pas l'assurance auto. 4 mois à vivre dans le monde réel où votre charme ne vous donne pas de réduction à l'épicerie, et où votre personnalité magnétique ne convainc pas les propriétaires de faire sauter les dépôts de garantie. 4 mois à découvrir que lorsqu'on a passé 3 ans à traiter son mari comme un distributeur de billets sur pattes, on peut effectivement devoir faire face à des conséquences pour ce choix. L'appel est arrivé un mardi pluvieux de mars. Pas une tempête dramatique ou quoi que ce soit de cinématographique. Juste une de ces bruines régulières qui rendent tout gris, et qui donnent envie de rester à l'intérieur avec un bon livre et une tasse de café. J'étais en train de faire exactement cela quand mon téléphone a vibré avec le nom d'Isabella. Son vrai nom, cette fois. Pas le téléphone de Gabriel ou celui de son père comme les 12 fois précédentes où elle avait essayé de me joindre. Marcus, c'est Isabella. Je sais, ton nom s'est affiché sur mon téléphone. Un silence. Autrefois, ça aurait été son signal pour se lancer dans un discours m'expliquant à quel point j'étais froid ou déraisonnable. Au lieu de cela, elle a juste pris une inspiration et a continué. Je me demandais. Pourrions-nous nous voir quelque part? Juste pour discuter. À propos de quoi? De nous. De ce que j'ai fait. De ce que j'ai dit. Sa voix était différente, plus petite, moins assurée. Comme quelqu'un qui avait été ramené à la réalité et essayait encore de comprendre comment naviguer à une altitude plus basse. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais avoir l'opportunité de m'expliquer. J'ai regardé par la fenêtre la pluie, mon quartier paisible où je pouvais maintenant me promener sans me demander si les voisins me jugeaient parce que je n'étais pas assez bien pour la femme qui vivait dans ma maison.
J'ai pensé à Clara et Jonah qui dormaient mieux chez moi, qui riaient davantage, qui se comportaient comme des enfants au lieu de marcher sur des œufs autour d'une adulte qui pourrait lever les yeux au ciel simplement parce qu'ils existaient trop bruyamment. D'accord. Au café sur Maple Street, samedi à 10h. 1h. Merci, Marcus. Vraiment, merci. Le samedi matin est arrivé avec une de ces journées de printemps parfaites qui vous font croire au nouveau départ et aux secondes chances. Je suis arrivé au café avec 15 minutes d'avance, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais être posé et centré avant la conversation que nous allions avoir. J'ai commandé mon café noir habituel, trouvé une table dans un coin, et j'ai regardé Isabella se garer sur le parking dans une Honda Civic qui avait clairement connu des jours meilleurs. Elle est entrée et ressemblait à une personne complètement différente de la femme qui avait quitté ma maison 4 mois plus tôt. Fini les vêtements de créateur, la coiffure parfaite et l'air général de quelqu'un qui s'attend à ce que le monde s'organise autour de son confort. Cette Isabella avait l'air fatiguée, un peu usée sur les bords, comme quelqu'un qui venait d'apprendre de dures leçons sur le fonctionnement réel du monde. « Salut », a-t-elle dit en se glissant sur la chaise en face de moi. « Merci d'avoir accepté de me voir. Tu as dit que tu voulais t'expliquer. Alors, explique-toi. » Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café comme si elle essayait d'en tirer de la chaleur. Et pendant un instant, elle a eu l'air plus jeune, plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis ces premiers jours où je pensais que nous construisions quelque chose de vrai ensemble. J'ai été cruel avec toi, Marcus. Pas seulement le soir où j'ai dit que je ne te respectais pas, mais des mois avant ça. Des années, en fait. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de vrais remords. Pas le genre de remords performatif destiné à obtenir ce qu'elle voulait, mais la vraie émotion qui vient du fait de comprendre le poids de ses propres actes. J'ai pris tout ce que tu faisais pour acquis. J'ai traité ta générosité comme si c'était mon droit au lieu de ton choix. Oui, c'est ce que tu as fait. Je sais que tu n'as aucune raison de me croire. Mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Je pensais que l'amour signifiait ne jamais avoir à se soucier de l'argent ou des factures ou de toutes ces choses pratiques parce que quelqu'un d'autre s'en occuperait toujours. Je pensais que le respect était une chose qu'on gagnait une fois pour toutes. Et maintenant je sais que le respect est une chose que l'on donne tous les jours d'un millier de petites façons, sinon on le perd. Je sais que quand quelqu'un prend soin de toi, ce n'est pas parce qu'il le doit. C'est parce qu'il le choisit. Et quand tu fais sentir à quelqu'un que son choix n'a pas d'importance, qu'il n'est qu'un pourvoyeur au lieu d'un partenaire, il arrête de te choisir. J'ai siroté mon café et j'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de calcul. Les petits indices qui auraient montré qu'il s'agissait juste d'une autre performance destinée à ramener sa vie à un niveau de confort qu'elle préférait. Mais ce que j'ai vu, c'était autre chose, une femme qui avait été brisée par la réalité et qui essayait de comprendre comment se reconstruire pour devenir quelqu'un digne de respect. Isabella, j'apprécie que tu dises tout ça. Vraiment. Mais des excuses n'effacent pas 3 années à être traité comme si je n'étais pas assez bien pour toi, tout en devant simultanément financer ton mode de vie. Je sais. Je sais que ce n'est pas le cas. Elle s'est penchée en avant, le regard sérieux. Je ne te demande pas de me reprendre, Marcus. Je ne demande même pas une autre chance, pas encore. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que je t'ai fait, ce que j'ai fait à nous. Je voulais que tu saches que tu avais raison de tracer cette limite. De refuser d'accepter d'être traité de cette façon. Ça, c'était inattendu. Je m'étais préparé à des larmes, à des promesses de changement, à des plans élaborés pour me reconquérir. Je n'étais pas préparé à ce qu'elle me dise que j'avais eu raison de la mettre à la porte. Que demandes-tu, alors? Du temps. De l'espace pour devenir quelqu'un qui mérite réellement ton respect au lieu de simplement l'exiger. J'ai trouvé un travail, pas un super boulot, mais c'est un début. Je vis dans un studio qui fait à peu près la taille de notre ancien dressing, et j'apprends à faire un budget. À payer des factures, et à prendre soin de moi-même comme une vraie adulte. Elle a souri, et pour la première fois depuis des années, ce sourire semblait sincère. C'est une incroyable leçon d'humilité, mais je crois que j'avais besoin de ça. Et après avoir appris toutes ces leçons de vie. Après les avoir apprises, vraiment apprises, pas juste intellectuellement mais dans mes os, peut-être pourrions-nous réessayer. Pas reprendre là où nous nous étions arrêtés. Mais recommencer à zéro.
Construire quelque chose basé sur un véritable respect mutuel au lieu de quoi que ce soit que nous avions avant. J'ai terminé mon café et j'ai regardé cette femme qui avait été ma femme, qui avait partagé mon lit, ma maison et ma vie, tout en me faisant sentir que je n'étais pas digne de décence humaine basique. Elle était différente maintenant, c'était clair. Reste à savoir si elle était suffisamment différente, si le changement était assez profond et assez permanent pour avoir de l'importance. Isabella, je ne suis plus le même homme qui t'a acheté cette bague de fiançailles il y a 3 ans. Je ne suis plus l'homme qui subventionnerait son propre manque de respect parce qu'il est tellement désespéré d'être aimé qu'il accepterait d'être simplement toléré à la place. Cet homme a disparu. Je sais, et honnêtement, je suis contente qu'il soit parti. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, deux personnes qui avaient partagé une vie, essayant de déterminer s'il restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu continues d'apprendre à être quelqu'un digne de respect, et je continue d'être quelqu'un qui n'acceptera rien de moins que ça. Peut-être qu'un jour, ces deux personnes seront compatibles. Peut-être qu'elles ne le seront pas. Mais de toute façon, je ne ferai plus jamais de compromis sur la question du respect. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait, comme si elle avait enfin saisi. C'est juste. C'est plus que juste. Alors que nous quittions le café et marchions vers nos voitures respectives, sa Honda Civic, ma BMW que je n'avais plus à partager avec quelqu'un qui me traitait comme un employé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une possibilité. Pas une certitude, pas l'espoir désespéré auquel je m'étais accroché pendant notre mariage, mais une véritable possibilité. Peut-être qu'Isabella continuerait de grandir pour devenir quelqu'un capable de ce genre de respect qui donne son sens à l'amour. Peut-être pas. Peut-être que nous retrouverions le chemin l'un vers l'autre à des conditions qui nous conviendraient vraiment à tous les deux. Peut-être pas. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je savais avec une certitude absolue que je ne me contenterais pas de moins que ce que je méritais. J'avais reconstruit ma vie avec mes enfants, avec la paix dans ma maison, avec la certitude que les limites n'étaient pas des suggestions, c'étaient des exigences. L'amour sans respect n'était qu'une solitude coûteuse, et j'en avais fini de payer ce prix. Restait à voir si Isabella découvrirait comment offrir quelque chose de meilleur. Mais j'avais déjà gagné la seule récompense qui comptait vraiment, je m'étais retrouvé, et c'était plus que suffisant pour bâtir une vie.